Il y a beaucoup de gens, et ils ont raison, qui disent je ne joue pas aux jeux vidéo parce que c'est un truc de débile. Et ils ont vraiment raison, parce que objectivement, c'est quelque chose qui est débile. Quand vous prenez Assassin's Creed Syndicate, qui est sorti il y a quelques temps, dans lequel vous avez Charles Darwin ou Karl Marx qui tiennent des propos aberrants, mais qui rentrent dans la mythologie de Assassin's Creed, je veux dire, c'est une insulte à quelqu'un qui a un peu d'intérêt pour ces personnages. Le jeu vidéo, c'est une forme d'art qui est pas du tout liée au numérique, mais qui est liée au jeu. Le jeu, c'est une activité qui est culturellement marquée. C'est la fiction du faire, le jeu en général. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on fait semblant. Quand on fait semblant de se battre, quand on fait semblant de faire la course, quand on fait semblant de jouer au théâtre, quand on fait semblant on joue en fait. Dès la petite enfance, on apprend aux enfants ce qui est de l'ordre du jeu et du non-jeu. Hein. Et selon les sociétés, selon les époques, selon les peuples, etc., le jeu ne va pas comporter ou avoir les mêmes connotations. Se faire semblant, il est discursif. Il dit des choses, il raconte des choses. On dit qu'il y a du discursif dans le jeu, dans les règles et dans la dynamique de jeu. Même la façon dont on connote le jeu ou dont on le perçoit évolue. Hein. Longtemps, on a opposé jeu et sérieux. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une sorte de porosité qui est amenée entre ces deux conceptions. On opposait souvent jeu et travail. Aujourd'hui, on voit bien que le jeu s'immisce dans le domaine du travail. Voilà, donc il y a des connotations qui évoluent. Dans les règles de jeu, l'exemple le plus commun, ce serait de dire au Moyen-Âge, les échecs qui viennent à la base d'un jeu dans lequel, dès que le roi a une ouverture, paf, on y va et on tue le roi et là j'ai gagné. Quand les échecs passent en Europe, le roi devient invulnérable. On ne peut plus le tuer. Et justement, faire jouer quelqu'un à un jeu, c'est aussi comprendre ou essayer de rentrer en interaction avec ses propres représentations qu'il a du jeu. Hein. Qu'est-ce que c'est que de faire un jeu pour une petite fille chinoise alors que je suis européen. Et c'est les questions qui sont au centre de l'industrie du jeu vidéo, ça. Parce que l'industrie du jeu vidéo est une industrie globalisée. Et toute la logique, c'est est-ce qu'on va imposer une même vision du jeu, avec une forme de mondialisation culturelle, on ne peut pas appeler ça comme ça, ou d'uniformisation. Le jeu vidéo n'a pas tellement de pays. Il y a des gens de 15 pays qui bossent ensemble. C'est très dur de mettre le doigt sur des cultures locales du jeu vidéo, etc. Il y a des trucs qu'on arrive un peu à discerner. Les mecs des pays de l'Est, ils aiment bien le Moyen-Âge très dark, très plein de boue, très texturé, etc. Alors que les Américains, ils ont cette espèce de grande célébration de l'arme en tant que truc séparé du personnage. Tu vois, où c'est genre le truc où tu prends un flingue, tu tues plein de gens, puis tu jettes le flingue, puis tu prends un autre flingue, puis tu tues plein de gens. Alors qu'au Japon, c'est pas du tout ça. Au Japon, Megaman, c'est son bras, son arme, tu vois. Enfin, c'est son corps, quoi. C'est lui l'arme. On peut faire un jeu qui soit typiquement français et ça va attirer pas forcément un public français. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, notre Transformers, ils met énormément de références à la France, parce que ça fait marrer nos joueurs, en fait. Ils savent qu'on est français, et c'est aussi dans cet entretien de la relation entre les joueurs et nous. Ils savent qu'on est français, donc dès qu'on met une baguette, un béret, ça les fait marrer. Donc non, on peut prendre le parti de mettre du contenu français dans un jeu. Au contraire, ça ancre le jeu dans un pays. Il y a des univers transmédiatiques très forts aujourd'hui qui permettent de faire sens à un niveau plus global. Bon ben voilà pourquoi des franchises comme Star Wars, pourquoi l'Heroic Fantasy marche très bien, etc., etc. Parce que c'est aussi des univers qui développent des imaginaires de façon transmédiatique à une très large échelle et sur lesquels on peut se reposer pour engager des joueurs d'origines différentes. L'industrie du jeu vidéo est aussi confrontée à ces logiques-là de globalisation culturelle, économique, qui fait que finalement, on a aussi des thématiques dominantes qui vont s'imposer et qui rendent plus difficile l'émergence d'autres types de thématiques. Difficile d'être engagé politiquement dans un blockbuster de jeux vidéo. Quand est-ce qu'on arrivera à avoir une grammaire du faire? C'est-à-dire à pouvoir lier de manière un petit peu concrète
une expérience qu'on donne à faire et un sentiment qu'on donne à vivre. Ça, on l'a dans la peinture et on l'a dans la musique. On sait que les violons, la musique lente, certains arpèges, certaines harmonies font naître certains sentiments. Dans le jeu vidéo, on n'a pas encore de grammaire définie. C'est au moment où commence à arriver cette grammaire que les premières grandes œuvres d'art émergent. Dans le jeu vidéo, ce qui est rigolo, c'est que nos premières grandes œuvres d'art aujourd'hui, elles ont beaucoup tendance à essayer de s'éloigner du jeu. Alors il y a des gens comme David Cage qui en font un motto, ou Telltale, ils en font un motto, ils disent on fait Walking Dead, on fait des jeux comme ça, qui sont des jeux qui sont très peu des jeux, très peu interactifs, le joueur a très peu d'arbitre, tout ce qu'il fait c'est que il fait une action qui a peu de sens dynamique, c'est-à-dire choisis à gauche ou à droite, choisis à gauche ou à droite. Et le choix c'est déjà une forme de jeu, et c'est déjà une forme d'action, mais c'est une forme d'action à minima, puisque c'est pas un choix qui est libre dans un grand range de possibilités, mais c'est un choix entre gauche ou droite, quoi. On souffre actuellement, mais on va bientôt en être libéré, de la sectorisation des jeux vidéo. C'est-à-dire que la presse et les marketing, et donc la communication, elle a tendance à dire bah, votre jeu c'est un RTS, un FPS, c'est un jeu de combat. Du coup, les jeunes game designers fonctionnent mentalement comme ça, c'est-à-dire qu'ils se lèvent un matin en disant je vais faire un platformer, tous les étudiants font des platformers. Les gros studios AAA font des produits hyper prévisibles. Les gens qui font de l'exploration n'ont souvent pas les moyens de faire des trucs hyper peaufinés, ils font des trucs quasi incompréhensibles et très durs à aborder, etc. Donc peu accessibles au grand public. Et les gens qui sont des amateurs essayent d'imiter les jeux dans lesquels ils sont déjà passés. Donc on a une toute petite compréhension de ce que c'est que le gameplay, et à partir de cette toute petite compréhension, eh ben, on refait le milliardième platformer en pixel art en 2D, parce que on sait comment ça marche et on sait le faire. En fait, c'est un secteur, un marché, c'est quelque chose d'assez difficile à palper, à appréhender dans sa globalité. Déjà, le mot jeu vidéo, il est très réducteur. Aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose que l'on va appréhender non seulement dans le pur divertissement, mais aussi de plus en plus dans des domaines extrêmement sérieux, que sont le médical, que sont la formation, la communication. Donc le mot jeu vidéo en lui-même, probablement, va éclater dans les années qui viennent, et peut-être qu'on emploiera d'ailleurs plus ce mot-là. Si on est trop centré sur une définition, on en vient précisément à ignorer toutes ces logiques de transformation qui structurent l'industrie du jeu vidéo depuis sa naissance. Peut-être qu'on emploiera d'ailleurs plus ce mot-là pour caractériser ce divertissement interactif, qui est peut-être un mot alors un peu franchouillard, mais peut-être un mot qui caractérise un peu mieux la diversité des applications de jeux vidéo. Plutôt que de dire du jeu vidéo, moi je pense qu'on pourrait plutôt employer le terme de jeu numérique, tant les formes, les acteurs, les stratégies de développement, de production et de distribution sont en train de se diversifier. Le jeu vidéo, c'est l'art contemporain, c'est un art contemporain d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que doivent faire les grands éditeurs internationaux pour aller vers ce type de production? Moi, personnellement, je n'ai pas la réponse. Je ne me permettrai d'ailleurs pas de leur dire, mais c'est probablement pas eux qui iront vers ce type de création. C'est une autre frange des créateurs de jeux vidéo, des producteurs de jeux vidéo. Quand vous avez un jeu comme Lifeline, donc c'est un jeu mobile dans lequel vous avez un personnage virtuel qui vous envoie un petit SMS toutes les heures, il y a une question, il faut répondre par oui ou par non sur votre smartwatch, truc, et que déjà vous faites un hit, que c'est une vraie aventure très intéressante, beaucoup plus intéressante que les AAA, et que c'est juste quelques lignes de texte, là vous prenez une claque dans la tête, c'est-à-dire vous comprenez qu'avec très peu de choses, on peut faire des jeux extraordinaires. La moyenne, elle n'est pas intéressante, on s'en fout de la moyenne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas intéressant de dire 90% du jeu vidéo est pas intéressant, et aussi peu intéressant qu'il y a 10 ans. Ce qui est intéressant, c'est les 10% qui restent. Est-ce qu'ils sont meilleurs? Est-ce qu'ils ont inventé quelque chose ou pas? Le reste, on s'en fout. Tout simplement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le jeu vidéo comme le cinéma, ce sont des industries de blockbusters dans lesquelles, effectivement, on sait que finalement, ce qui marche le mieux, c'est probablement des jeux qui sont les plus accessibles et les plus lisibles commercialement.
Mais quand on va dans le milieu indépendant, on va se rendre compte qu'on a des productions qui sont beaucoup plus fouillées, qui vont être probablement dénuées des contraintes commerciales que peuvent avoir de grands éditeurs qui vont commercialiser des jeux à très forte audience. Et là, on va retrouver des jeux très poétiques. Depuis 1 ou 2 ans, on voit apparaître, alors c'est encore très loin du mainstream et de la perception générale des jeux vidéo, mais on voit apparaître des questions et des choses qui étaient entièrement sous le tapis avant, donc j'ai bon espoir. En France, par exemple, au début des années 2000, il y a une énorme crise qui a fait que de nombreux acteurs historiques ont fermé la porte. Et ce qui a amené aux acteurs restants de l'industrie du jeu vidéo à faire parfois même du lobbying auprès des gouvernements pour avoir des soutiens, etc. Ce qui se dédoublait aussi de logiques de légitimation auprès de ces instances culturelles, artistiques. Bon, et ça a favorisé aussi l'évolution de l'image qu'on pouvait avoir du jeu vidéo, parce que ces logiques de légitimation sont accompagnées d'expositions au Grand Palais, au Conservatoire national des arts et métiers, etc. etc. Donc ça concourt à changer l'image. Alors ils aiment bien dire quand même que c'est un art, parce que c'est pas mal la reconnaissance et de se faire lancer des fleurs, etc. Puis d'être en couverture de Elle quand elle dit le geek c'est chic, etc. Tu vois. Ça, on adore. Mais alors par contre, quand on dit ah bah oui, mais alors avec une portée symbolique et une portée discursive, le jeu dit quelque chose, alors il peut dire des choses intéressantes, il peut dire des choses nulles. Genre, il se trouve que ouais, le jeu peut être sexiste ou peut être ou peut participer à une ambiance un peu sexiste ou un peu violente, etc. Et là, la réaction de ça, c'est de dire oh non, le jeu, faites-moi croire que le jeu ça rend violent ou le jeu ça rend sexiste, n'importe quoi, etc. Non, le jeu comme n'importe quel média, il dit des choses. Et si on accepte qu'il dise des choses, il peut dire des choses belles et des choses laides. Donc résultat, on a ce lien entre les deux qui est aujourd'hui très peu compris et hyper disqualifié par plein de gens. Donc le jeu ira plus loin si on arrive à dépasser cette espèce d'idée du jeu en tant que produit et qu'on va vers le jeu en tant qu'objet culturel compris, puis le jeu en tant qu'objet d'art. Je pense qu'il ne faut pas chercher une reconnaissance artistique dans le jeu vidéo parce que il y en a déjà une et je veux dire c'est pas parce qu'il va y avoir une reconnaissance artistique que le jeu vidéo va être mieux considéré. La culture, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. On est dans la culture et le jeu vidéo, c'est l'expression de cette culture contemporaine. Quand je parle de jeux vidéo autour de moi, oui, on ne parle pas de la même chose. Je ne parle pas de la même chose avec mon neveu qui regarde des youtubeurs et qui joue à Clash of Clans. Et qui me demande si Lego Marvel c'est bien ou pas. C'est un sujet tellement complexe. C'est comme, voilà, enfin moi ce que je reprochais beaucoup il y a quelques années à la critique de cinéma, c'est d'appliquer la même grille de lecture à Schwarzenegger et à Godard. C'est débile, ça n'a pas de sens. On pourrait globaliser en disant que souvent les histoires sont simplifiées, souvent la narration qui est proposée est relativement simple, etc. et qu'on laisse place plutôt à des choses très basiques, très binaires. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais non, il y a encore des initiatives. Je prends Life is Strange par Dontnod. C'est un studio qui se rapproche quand même un peu du AAA et qui fait quelque chose de différent et qui a eu du succès. Je pense qu'il faut faire la différence entre jeu et passe-temps. Candy Crush, c'est un passe-temps extraordinaire. Est-ce que pour autant c'est un jeu? Je sais pas. Enfin, au sens jeu vidéo, avec ce que ça implique d'implication justement et donc d'un minimum de complexité, je suis pas absolument certain. Déjà, la base, c'est que le scénario c'est très important, mais c'est aussi important que le graphisme et le gameplay et le code. Et tout doit avoir le même pourcentage d'importance. Et le scénario ne doit pas dire non, le gameplay il va être différent. Ils doivent juste se serrer la main et arriver à un compromis. Et de même que le gameplay, ça arrive souvent parce que c'est mon métier. Souvent, les gens arrivent, ils ont un jeu avec des gens qui se tirent avec des lasers dans un vaisseau spatial et ils disent voilà, ce jeu il tourne bien, trouve-moi une histoire. Et moi, j'ai envie de leur dire ça aurait été cool de me prévenir avant que vous ayez fait le jeu, quoi, parce qu'on aurait pu peut-être changer des choses. Ce lien entre l'art contemporain, on va dire traditionnel, que les intellectuels acceptent aujourd'hui d'exposer et cet art contemporain peut-être un peu original qu'est le jeu vidéo, à mon avis, les liens se font, les passerelles se font. Et d'ailleurs, on voit quelques artistes contemporains
qui investissent maintenant le domaine du jeu vidéo, comme ils ont investi à une époque la vidéo comme forme d'expression artistique. Aujourd'hui, ça ne choque plus personne de voir dans des musées des œuvres qui sont tout simplement des performances vidéo. Eh bien demain, je suis persuadé qu'on aura des œuvres exposées dans les musées qui seront des performances vidéoludiques. PlayStation contre Xbox, Android contre iPhone, on aime bien choisir son camp et on aime bien l'idée de gagner quand on choisit son camp. C'est-à-dire qu'il y a quelques gens qui se sont fait une fierté de savoir que j'habitais la culture gamer et qu'elle fait partie de moi et que donc je suis un gamer. Et donc pour eux, c'est super important parce que c'est une espèce de guerre culturelle qui leur sert. Ça leur nourrit le cerveau de se faire ça. Pourquoi pas? Et au final, c'est intéressant quand tu vois la façon dont ces phénomènes se développent. Quand tu as quelqu'un choisi un camp, tu as toujours quelqu'un qui, par contrariété, va choisir celui d'en face. Donc tu peux vraiment jamais complètement gagner. Même si tu avais quelqu'un d'un seul coup qui devenait la norme, tu vois, PC dans les années 90-2000, et bah, tu as quand même des gens qui vont se dire non mais le Mac c'est mieux. Le Mac il n'était pas mieux à l'époque, à moins d'être un mec qui faisait de l'édition vidéo ou de la PAO. Le Mac c'était pourri quoi. Enfin, c'était cher, c'était compliqué, c'était pas standardisé, il y avait plein d'applications qui n'existaient pas. Enfin, voilà, quoi. Et tu avais toujours des gens qui étaient quand même là à prendre le dessus, à choisir le camp. Tant que faire se peut, j'essaie de ne plus du tout me concerner des devices. Je me fous de savoir laquelle est la mieux de la Xbox ou de la PlayStation 4. Des fois, on m'y force. C'est-à-dire quand il y a de journées qui ne sort que pour la PS4, je suis obligé de dire « Ah ben merde, alors il me faut une PlayStation 4 plutôt qu'une Xbox » ou l'inverse, tu vois, où genre il y a un autre truc en exclu pour l'une, pas sur l'autre. Là, on m'emmerde, on m'oblige à m'intéresser à ces choses-là. Mais en fait, quand tu regardes des gens, en particulier des casuals, qui viennent et qui, à la Gaieté Lyrique, qui jouent sur des grands écrans et qui ont une manette dans les mains, ils se foutent de savoir ce qu'il y a sous la télé, quoi. C'est que ce soit un PC, une Xbox, etc. Il y en a, c'est des vieux PC qui datent des années 90, tu vois, enfin, je pourrais mettre n'importe quoi. L'important, c'est ce que je vois et ce par quoi je fais passer mon intention. J'ai une intention dans la tête, je veux qu'il se passe un truc à l'écran, il saute, il machin et tout, et donc j'ai une manette dans les mains qui va faire le médiateur de cette intention vers l'écran. Et puis ce qui se passe à l'écran, donc le retour du son, de l'image, etc., l'action de l'écran sur moi. Donc ce cercle magique-là, c'est ces deux vecteurs, l'action par la manette, la réaction par l'image et la musique, et potentiellement par la vibration aussi, l'haptique. C'est ça qui est important dans le cercle magique. Ce qui fait la computation, la réflexion, etc., en fait, globalement, tout le monde s'en fout, quoi. Une espèce de nature humaine de vouloir ne pas être associé au courant principal, qui fait que tu auras toujours plusieurs solutions mobiles, plusieurs solutions consoles, plusieurs solutions PC, etc. Et tu auras toujours des gens qui diront PC Master Race, le PC c'est le mieux, tu auras toujours des gens qui diront moi la console c'est tout ce que je veux rien d'autre, le free-to-play sur mobile c'est le mal, alors qu'au final tout ça c'est des systèmes qui coexistent parce qu'on est ultra nombreux en tant qu'être humain et on est ultra complexe. Et, voilà. Je ne vois pas un système englobé des autres, je ne vois pas cette espèce d'énorme blob d'agario qui prendrait le contrôle du monde, quoi. C'est marrant parce que moi je viens du PC en ligne. Donc, je viens d'un truc qui était minoritaire pendant très très longtemps, quoi. Et je représentais un publisher qui avait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de succès, etc. Et j'ai rencontré des gens de Microsoft qui voulaient absolument qu'on rejoigne l'écosystème Microsoft, et des gens de la console du côté PlayStation qui voulaient qu'on rejoigne PlayStation, etc. Et je me retrouvais dans cette situation avec moi, joueur PC et professionnel dans le monde du PC, avec assez peu de compréhension de l'écosystème console, quoi. Je me suis retrouvé à discuter avec des gens qui voyaient le monde avec cette espèce de noir et blanc, complètement totalitaire, où tout s'englobe et tu choisis un camp et pas l'autre. Et j'étais là, mais. Je pense que cette génération va durer très très longtemps, par exemple, parce qu'il n'y a pas de nécessité pour qu'elle bouge. Il y avait avant un vrai mouvement de pendule, c'est-à-dire que les consoles sortaient, elles duraient 5 ans, et en 5 ans, les PC avaient doublé chaque année. Donc technologiquement, une console était complètement dépassée 18 mois après sa sortie.
Et du coup, il y avait une nécessité de renouveler le matériel parce que voilà, les développeurs utilisaient la puissance qui était disponible. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'évolution sur les PC depuis 3 ans, ça évolue beaucoup plus lentement. Les priorités technologiques vont à la dissipation de la chaleur, à la mobilité. Il n'y a plus cette urgence sur la puissance qu'il y avait avant. Bon, moi, j'ai un PC qui a 4 ans chez moi et qui fonctionne toujours. Alors avant, pas super bien, mais avant c'était inimaginable. Enfin, je veux dire, pour mon job. Donc, comme il n'y a plus cette pression-là, que la pression, elle vient plutôt des changements du marché, type des maths, jeux mobiles, etc. Les consoles n'ont pas besoin de se renouveler énormément. Je pense que la puissance qu'elles ont là, elle est très bien. Après, il se peut que les écrans en 4K se démocratisent et que du coup, ça s'essouffle un peu. Mais bon. Alors après, les puristes vont me sauter dessus, mais il y a eu une stabilisation de la montée en puissance des ordinateurs depuis ces 10 dernières années. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu quand même une période où on est passé d'un 80-86 cadencé à 2 MHz par seconde, il pouvait faire 2 MHz, donc ça, on était en 89, à des Pentium dans les années 2000 qui étaient en gigahertz, donc on a eu un facteur de 1000, et aujourd'hui on est encore en gigahertz, donc on est resté dans le même ordre de grandeur. Voilà. Donc ce qui fait qu'il y a quand même une stabilisation dans le jeu PC qui fait que, on va dire, les choses se sont un petit peu normalisées. Oui, c'est quelque chose que je mets en avant, d'être indé, parce que, enfin, c'est plus dans ma relation avec les joueurs en fait. C'est-à-dire que nos joueurs sur Transformice, ils nous connaissent complètement personnellement, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux de manière personnelle sur la vie de l'entreprise. Donc ils connaissent nos dates de naissance, nos noms, ils savent tous ce qu'on fait, à quoi on ressemble, ils cherchent des photos de nous sur internet. Donc c'est une relation très personnelle avec les joueurs et ça c'est quelque chose qui n'est pas possible en fait dans un studio AAA. Parce qu'il y a tellement d'acteurs que c'est impossible d'avoir ce côté personnel avec la communauté, avec les joueurs. Donc en ça, c'est vrai que je me définis indé par cette relation que j'ai avec les joueurs. En fait. On est en fin d'un petit âge d'or que Charles Cecil, créateur de la licence Baphomet, appelle la néo-scène indé. C'est-à-dire qu'il y a la conjonction de plusieurs choses. La dématérialisation et la popularisation de la dématérialisation, c'est-à-dire que les gens acceptent d'acheter des choses dématérialisées, ce qui n'est pas évident. Le fait que les stores soient très disponibles et qu'il y ait peu de stores, c'est-à-dire App Store, Steam, qu'il y ait une grosse centralisation, que ces stores soient ouverts à ce qu'un inconnu leur soumette un jeu. La facilité à créer des jeux avec des frameworks comme Unity ou d'autres game makers, etc., qui permettent à quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de jeux de faire un jeu. Et on va dire la simplicité, la simplicité du marketing via Internet et les réseaux sociaux. Donc, grâce à ça, on n'a pas besoin d'être vendu à la FNAC, on n'a pas besoin de faire de la publicité 4x3, on n'a pas besoin d'avoir une équipe de 12 personnes ou de 1500 personnes, et on peut faire les choses très très rapidement. Donc du coup, il y a une scène indé qui s'est créée, mais qui a existé, on va dire, début des années 90, avec Another World qui a été quasiment créé dans un garage. Donc cette scène, dans les années 90, a existé, elle s'est épanouie, on a eu des jeux très ambitieux et novateurs, je pense notamment à des point and click qui ont été faits avec des équipes relativement petites. Et après, cette scène s'est effondrée parce qu'il y a eu le jeu vidéo est devenu très très à la mode, il y a eu des grosses productions qui ont été faites, notamment avec les MMO au début des années 2000, et là, début des années 2000, la barre a été mise très haut avec une industrialisation, un oubli de ce qui avait été fait dans le passé. Et cette scène indé revient et est en train un peu de se casser la gueule. Aujourd'hui, il y a un événement qu'on appelle l'Indiepocalypse, c'est-à-dire l'idée que par rapport à la masse d'argent dépensé qui n'évolue pas, il y a trop de jeux qui sortent. En tout cas, il y a trop de jeux copier-coller. C'est quelque chose qui est très faux comme analyse parce qu'en fait, parmi la masse de jeux qui sortent, il y en a des tonnes et des tonnes qui sont de piètre qualité et qui donc en fait, on dit bon alors il y avait ça de jeux qui sortent et maintenant il y a tout ça de jeux qui sort. Sauf qu'en fait toute cette partie-là, elle se fait écrémer direct, elle fait aucune vente. Donc effectivement, ça rend pas la vie plus dure pour ceux du bas qui font toujours à peu près des ventes correctes. C'est juste ceux du haut qui sont arrivés sur le marché et qui vont probablement ressortir du marché aussi vite qu'ils sont venus.
ou qui vont peu à peu s'y intégrer pour certains, mais qu'il y en a beaucoup qui vont pas réussir. Il faut savoir que, par exemple, au milieu des années 80 en France, on pouvait très bien faire un jeu uniquement pour un territoire local, pour le jeu français. Hein. Je pense à des acteurs, je ne sais pas moi, comme Froggy Software, enfin des acteurs un peu historiques du jeu d'aventure en France, faisaient leur jeu à 5000 exemplaires et puis ils s'en sortaient. Hein. Et ils vous rendaient du jeu pour un public français. Voilà, avec des références françaises aussi hein, dans leur jeu, etc., au paysage médiatique français, au quotidien français, etc., etc. Quand on fait du jeu indépendant, même si on est dans des logiques aussi de bidouillage un peu artisanal, etc., on sait qu'on va diffuser au niveau global. Il faut tout essayer le plus vite possible pour voir ce qui accroche. Quoi. On jette un plat de spaghettis au mur et on voit ce qui accroche. Quoi. Donc c'est oui effectivement du prototypage rapide pour voir ce qui accroche le mieux. Effectivement c'est une stratégie potentiellement intéressante parce qu'on a cette chance-là dans les prods indés de pouvoir faire des productions très courtes et très rapides. Donc il faut en profiter pour faire effectivement le plus de gameplay différent possible pour voir ce qui marche le mieux et du coup peut-être aller dans cette voie-là pour développer ce qui marche le mieux. Quoi. Le jeu indépendant continuera à pouvoir d'exister et d'avoir du succès. Là où c'est dur à accepter, c'est que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que les canaux de communication sont tout aussi compliqués. Et il faut avoir des gens qui ont une bonne intuition sur comment promouvoir un jeu, comment faire le marketing, hein, comment parler de son jeu devient tout aussi important que de faire le jeu. Et il y a 5-6 ans, c'était plus facile parce que il y avait moins de bruit, il y avait moins de jeux qui cherchaient à se ressortir. Maintenant, il y a tellement de bruit qu'il faut un peu plus de talent là-dessus. Les développeurs historiques ne sont pas non plus à l'abri de se faire dépasser par la multiplicité d'acteurs qu'il y a. Donc être développeur de jeux vidéo aujourd'hui, c'est dur. Nous, ça va, parce qu'on a un produit qui marche, donc on n'est pas trop concerné par la crise que traverse le jeu vidéo. Mais non, je ne suis pas très optimiste pour les développeurs en particulier. Pour le joueur, ça n'a jamais été aussi bien, parce qu'il n'y a jamais eu autant de jeux, il n'y a jamais eu autant de jeux aussi bien. Il y a vraiment énormément de jeux différents par rapport à avant et ça apporte des expériences de jeu incroyables pour les joueurs. Et pour un joueur, c'est génial. Il a pléthore de jeux et en plus pour pas cher parce qu'il y a une guerre des prix qui tire les prix vers le bas. Donc pour les joueurs, ça n'a jamais été aussi bien. Mais pour les développeurs, non, ça va être compliqué. Ouais. Et moi, quand je parle à des classes de mômes qui ont entre 5 et 15 ans, ils jouent tous. Les hommes, les femmes, tout le monde joue. En fait, le truc qu'on craint, genre « Oh, bah, mon Dieu, il y a plus de jeux, mais la part du gâteau reste faible », en fait, la quantité totale des achats, elle va beaucoup augmenter. C'est une question de pédagogie, en fait. Est-ce que les joueurs vont être les mêmes? Non. Les gens qui veulent que le jeu vidéo reste comme il est, parce qu'ils créent des jeux comme ils sont et que ça leur va très bien, eux, pour le coup, ils ont tout intérêt à ce que le public reste le même, pour que le public colle aux jeux vidéo qu'ils créent. Et les gens qui veulent avancer ont intérêt à ce que les gens deviennent de plus en plus lettrés dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'ils essayent plein de trucs, ils aient envie d'essayer plein d'expériences, etc. Ça passe très, très probablement par des transformations de structure. Le jeu vidéo va devenir probablement plus court, ou en tout cas l'expérience courte va devenir plus courante. La Wii, son succès, c'était de faire des grandes pubs avec toute la famille en surblanc, genre à la moitié éblouissant, dans un salon beaucoup trop beau, avec tout le monde qui s'amuse et qui rigole pendant qu'on joue au tennis. C'est ça qui a fait la maille qu'ils ont gagnée, quoi. C'est que d'une part, ce qu'on appelle le cercle magique, c'est-à-dire j'agis sur le jeu réagit sur moi, et je comprends, et quelqu'un qui est extérieur à moi comprend cette action, le lien entre mon action et la réaction du jeu, et ma réaction au jeu et sa réaction, c'est ce qu'on appelle interaction. Le jeu interactif, c'est ça. Donc quand on voit un ado qui a un APM de ouf, qui bouge les doigts comme un psychopathe sur un jeu de stratégie, et qu'il y a des trucs bizarres qui se passent sur l'écran, ou qui fait... Et il y a des humains qui meurent partout, sa mère, elle comprend pas ce qui se passe, quoi. Ce cercle magique n'est pas du tout, est complètement opaque. Les gens comprennent pas ce que je fais et pas ce qui se passe, et pas comment le jeu réagit, ce que ça veut dire. Mais alors la Wii, par contre, la Wii, c'est un miracle. Parce que la Wii, le joueur, il fait ça, l'écran, il fait ça.
Et le joueur il fait ça, et l'écran il fait ça. C'est merveilleux, tu comprends le lien tout de suite entre les deux, quoi. Alors après, c'est pas des jeux de dingue, donc ça devient vite chiant. Donc tout le monde achète une Wii, et puis il joue 5 fois, et puis il la fout dans un coin. Mais la Wii, elle a su se vendre comme ça, en perçant son cercle magique, en montrant comment on y jouait. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, très peu de boîtes de jeux vidéo font. Et quand on a vu la Wii faire ça, tout le monde qui a fait mais lol, vous avez l'air con, ça marche jamais les pubs à la télé pour les jeux vidéo, quoi. C'est le retour sur investissement est nul par rapport à une pub sur le net ou sur Steam ou tu vois, enfin, sur des trucs où on sait qu'il y a déjà les gamers. Mais la Wii, pourquoi elle a fait des milliards? Parce qu'elle n'a pas du tout parlé aux gamers, quoi. Et oui, les gamers, ils l'ont pas beaucoup acheté. Ils l'ont acheté pour le dernier Zelda et pour 3 Mario et machin. Moi, j'appelle ça l'ouverture vers le bas, ou ce que d'autres appellent la casualisation, c'est-à-dire la voie d'entrée facile, la grande porte que beaucoup de gens peuvent emprunter. Ça va se diversifier en termes de sociologie des joueurs. Ensuite, évidemment, la convergence peut exister dans la mesure où, au bout d'un certain moment, les joueurs ont envie de quelque chose de beaucoup plus profond, de quelque chose de plus riche en termes d'interactivité, de ne pas se satisfaire simplement de jeux auxquels on va revenir simplement régulièrement pour exécuter les mêmes tâches. Donc c'est pour ça qu'on voit apparaître d'ailleurs sur les environnements plateformes type smartphone, tablette, ce qu'on appelle aujourd'hui des jeux mid-core gaming, c'est-à-dire des jeux qui sont destinés à un public de joueurs à la fois passionnés mais aussi un peu grand public, et qu'on voit aussi progressivement apparaître des joueurs hardcore, c'est-à-dire vraiment sur du jeu très profond, avec une expérience de jeu très riche, avec des jeux aussi très difficiles, un peu à la façon de ce qu'on connaît dans l'environnement console et PC, qui sont les plateformes un peu traditionnelles des joueurs passionnés. Il y a aussi des habitudes ludiques qui commencent à être ancrées chez de nombreux publics, qui vont aussi avoir leur goût qui évolue au fur et à mesure de l'âge. On ne joue pas à la même chose quand on est adolescent, quand on commence à être étudiant, parce qu'on n'a pas non plus les mêmes contraintes dans la vie quotidienne, quand on commence à avoir des enfants, quand on a un job, etc., etc. Donc il y a aussi ces logiques de diversification pour suivre l'évolution de ces publics. Mais après, une ouverture à des publics qui ne jouent pas encore, c'est pas forcément une logique qui, je pense, est une tendance forte. Ça existe, puisque forcément, une industrie étant ce qu'elle est, elle cherche une logique de croissance, et on a de nombreux marchés qui sont saturés. Donc, il faut trouver ces publics, mais toute la question, c'est comment les intéresser. Mais quand on a sorti Out There, qui était un jeu vidéo sans combat, où il y avait la table périodique des éléments, où il y avait des éléments d'astrophysique, où l'enjeu émotionnel c'était quelqu'un qui est tout seul et qui se plaint de sa solitude. Il n'avait rien pour plaire au casual, mais il a marché quand même, et en plus il était très très dur. Il n'avait rien pour plaire au casual, mais il a marché parce que justement il y avait un petit peu de ce marché qui a dit bon, moi j'aime pas les jeux, mais ça je tolère. Voilà. Et effectivement, le niveau va augmenter. On va s'apercevoir qu'il y a une vraie niche de gens exigeants qui veulent des jeux de haut niveau. Et voilà, et à ce moment-là, on couvrira tout. Voilà. Mais de toute façon, on ne peut pas lutter sur les AAA, sur les grandes tranches déjà complètement identifiées. Donc justement, la survie de la plupart des studios passera par l'identification de nouvelles tranches. Je ne sais pas. Par exemple, il y a une tranche intéressante qui est les pays du tiers-monde. Les pays du tiers-monde, aujourd'hui, c'est un marché du jeu vidéo réel, mais sur certains supports comme la technologie Flash. Voilà. Aujourd'hui, ça semble aberrant de faire un jeu en Flash. Ben non, si vous faites un jeu en Flash, il y a beaucoup de pays dans le monde, dans l'hémisphère sud, qui vont l'utiliser. Donc, on tire son épingle du jeu via d'autres territoires. Effectivement, aujourd'hui, on a un tiers des Français, donc 25 millions de Français qui jouent aux jeux vidéo. On arrivera à 100%, de la même façon que 100% des Français, à la fin de leur vie, ont vu un film au moins une fois dans leur vie. Il vaut mieux faire un petit jeu très 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 polish et bâtir là-dessus que de se lancer rentrer en compétition avec du AAA dès le départ, quoi. Et si tu fais ton propre jeu dans ta propre niche avec je vais faire un simulateur planche à voile et c'est ma niche à moi et elle sera ultra belle et tout, voilà. Tu peux être le jeu AAA de la planche à voile. C'était la stratégie de Nadeo quand ils sont sortis, quand ils ont commencé. C'était brillant parce qu'ils faisaient Virtua Skipper. Et c'était le meilleur jeu de skipper au monde. Parce qu'ils étaient les seuls.
Et c'est une très belle stratégie. C'est Cyanide et Pro Cycling Manager. Tu vois, c'est un peu ce truc-là. Il n'y a pas de meilleur jeu de management de jeux de vélo que les jeux de Cyanide. Donc ils ont un triple A dans un jeu de vélo, quoi. Ça existera toujours, parce qu'il y a encore beaucoup de bonnes idées à avoir. Des gens à Paris, comme Amplitude, comme Gen System, sont des moyennes équipes qui arrivent à vivre avec ce jeu-là de niche. Et je trouve ça formidable. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Il fallait absolument un éditeur, il fallait un gros, entre guillemets, budget. Aujourd'hui, de ce point de vue-là, il y a eu énormément de progrès.